pense qu'il risque d'être le meilleur joueur de cette compétition. Voilà, si nous restons toujours dans ce cadre du football, on sait que oui, la Guinée s'est qualifiée contre de la demi-finale, voilà, qui va se jouer prochainement contre le Mali. Ça, ce sera un grand derby. Ah oui, c'est le derby. C'est la finale d'ailleurs. Quand la Guinée, bon, je dirais pas la finale avant la finale, parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres équipes aussi. C'est un grand match qui s'approche. Oui, certainement les matchs de demi-finale, c'est toujours des grands matchs. Bon, après, c'est vrai, il y a des finales qui se jouent avant la finale, mais je pense pas que ce soit le cas. Ça va quand même être un grand match, ça va être un match en derby, parce que quand la Guinée joue avec le Sénégal ou Guinée-Mali, c'est toujours des matchs de tension. Il faut le reconnaître et je pense que ça va faire vraiment le voisinage aussi de ce début. Il y a cette rivalité qui a toujours existé entre le football sénégalais, le football malien et le football guinéen. Donc je pense que c'est de bonne guerre. Chacun veut être meilleur et voilà quoi. Donc je pense que ça va faire un grand match. J'ai pas eu à suivre l'équipe nationale du Mali, mais je sais que c'est pas pour rien. C'est une très belle équipe. Ils sont venus jusqu'en demi-finale et la Guinée également. Elle est pas, c'est pas banalement qu'elle est arrivée à ce niveau, parce qu'il faut le rappeler, elle a fait quand même une belle prestation depuis le début de cette compétition et jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut dire maintenant, juste là, que l'entraîneur Lapé Bangoura a tenu ses promesses? Parce qu'il avait promis, il dit qu'il va pour rapporter la victoire, pour remporter la coupe. Vous savez, quand on laisse la main libre à l'entraîneur de faire le choix des joueurs avec lesquels il veut compétir, c'est possible pour l'entraîneur de fixer le cap au fait. Et je pense que c'est ce que l'AP a eu à faire. Il a eu la main libre et ça se ressent dans l'effectif qu'il a. On lui a laissé vraiment la main libre de choisir son effectif et on sent dans le jeu qu'il a vraiment eu la main libre, parce que les joueurs qu'il a vraiment font honneur à leur entraîneur. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, c'était le volet football avec Ibrahima Diallo qui m'accompagne ici sur ce plateau de Folie TV en partenariat avec Crescendo TV. Voilà, j'évoquais à l'entame de cette émission ce qui fait l'actualité ici au Sénégal au niveau des étudiants. Voilà, il y a une élection qui s'organise à ce niveau. Je pense qu'on va directement s'abattre sur le premier sujet de cette émission. Voilà, à l'amicale des étudiants, élèves et stagiaires au Sénégal, on nous fait savoir qu'il n'y aura pas d'élection comme on l'attendait. On dit qu'il n'y aura pas d'élection. Pourquoi? Parce que la troisième candidate est déjà déclarée vainqueur, si vous comprenez, sans passer par le vote. Sur la même piste, on accuse la présidente sortante de rouler pour celle qui est déjà déclarée vainqueur. Parce qu'on nous fait savoir qu'il n'y aura pas d'élection cette année, contrairement aux autres années. Maintenant, parmi les trois candidats, il y a deux autres qui ont vu leur dossier de candidature rejeté. Selon ce qu'ils nous ont dit, on dit qu'il y a des manquements dans leur dossier. Donc, ils vont réellement s'expliquer. Mais c'est ce qui se passe actuellement au niveau de l'amicale de Guinée ici au Sénégal. Ah bon, c'est pas étonnant quand il y a polémique dans, disons, une structure comme celle-là. On sait comment les élections se passent. Peut-être que c'est une culture chez nous de faire toujours des polémiques au niveau des élections. Je ne sais pas trop comment ça se passe au sein de l'amicale. J'ai pas non plus de preuves comme quoi les candidats qui ont postulé justement pour concourir à cette élection n'ont pas leur dossier au complet. Donc je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'entendre ces différents candidats. Je pense qu'ils sont trois. Il y a les deux autres qui vont s'exprimer. La régie va essayer de voir si on va les appeler. Il y a deux hommes, il y a deux garçons et une dame, une fille, je crois. Et je pense que c'est la dame qui a été déclarée présidente. Oui, présidente. Voilà, donc disons de cette élection qui était en perspective, parce qu'elle n'a pas eu lieu, vous venez de le dire. Donc je pense qu'on va écouter les partis. Oui. Après ça, je pense qu'on aura une idée de ce que c'est, qu'est-ce qui a motivé la décision de recaler les deux autres candidats au profit de la dame. Est-ce qu'elle avait le dossier au complet? Je pense que c'est un ensemble de questions qu'il va falloir qu'on se pose pour aider les téléspectateurs et les auditeurs de Folie Média
de comprendre justement la quintessence de cette actualité. Tout à fait. Bon, au niveau de la présidente sortante, nous avons laissé à la voir hors antenne, c'était dans la journée. Elle nous a fait qu'elle est accusée. Elle dit c'est ce qui s'est dit, mais elle ne connaît pas d'abord, elle ne connaît même pas cette candidate déjà déclarée vainqueur. Donc, mais on va essayer de joindre les deux autres qui se pensent qu'ils sont déjà en ligne. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Sira, bonsoir, tout le monde. Bonsoir, monsieur Amadou Rigenga. Oui, c'est ça. Parfait. Voilà, j'espère que vous le recevez. Oui, pour moi, pour ma part, la connexion, elle est bonne, ça va. Je vous entends, je vous écoute. Parfait. Voilà, il s'est dit que vos dossiers de candidature ont été rejetés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, alors, spectateur de Folie Média, comme vous l'avez bien signifié, il y a eu un communiqué qui a été publié récemment par la Commission électorale indépendante. Instance qui avait été aujourd'hui mise en place par l'amicale. Oui, bonsoir à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Je vous reçois très bien de mon côté, ça va. Voilà, monsieur Diogo, on sait que voilà, bienvenue. On s'entretenait tout de suite d'ailleurs avec monsieur Amadou Dieng. Monsieur Amadou Dieng, je disais que vos dossiers de candidature ont été rejetés. Et c'est monsieur Amadou Dieng en première position. Vous pouvez nous expliquer réellement ce qui s'est passé? Qui sont en ligne, mais la liaison me semble ne pas être la bonne. Si vous nous écoutez, vous pouvez nous donner vos versions. Les deux candidats dessus sont deux à là, savoir Oumar Diogo Diallo et Amadouri Dieng. Allô? Allô, je vous reçois pour ma part. Voilà, on vous écoute, monsieur Amadouri Dieng. D'accord. Je pense qu'on va essayer d'aborder en attendant le second sujet qui s'agit bien sûr de l'actualité, cette actualité politique guinéenne qui a marqué beaucoup par la composition du gouvernement et le discours du président de la République, son adresse à la nation. Il a tenté quand même d'expliquer son concept, gouverner autrement. Oui, vous savez, la situation politique en Guinée, elle est difficile à aborder en ce sens que depuis le 22 mars 2020 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées justement pour valider cette nouvelle constitution qui a porté le président Alpha Condé, qui a maintenu, il faut le dire, le président Alpha Condé à Sékou Touré jusqu'à maintenant. Donc, c'est assez compliqué d'évoquer ce sujet, mais ce qu'il faut dire, c'est que le président, après les élections de octobre 2020, qui l'ont quand même conduit à Sékou Touré selon les résultats proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle, et il fallait mettre en place un gouvernement. Donc, avant de mettre en place le gouvernement, vous l'avez dit, il a parlé d'un slogan. Le slogan, c'est gouverner autrement, il faut le préciser. Donc, hier, c'est ce slogan qu'il tentait d'expliquer au fait aux Guinéens. Oui, qu'il essaie d'expliquer, oui. Voilà, donc, c'est ce qu'il a expliqué aux Guinéens. Mais mon souci est que
de tout ce qu'on a eu, de tout ce que nous avons eu comme explication au niveau justement du chef de l'État. Oui. Quand vous faites une analyse de son discours, c'est que c'est le même discours depuis 2010 jusqu'à maintenant. En tout cas, personnellement, de ce que j'ai pu suivre, parce que je l'ai pris à la 4e minute, parce qu'il devait entamer son discours à 21h, 0 minutes. Donc, je n'ai, peut-être que j'ai, bon, en fait, j'ai raté que 4 minutes de son intervention. J'ai suivi le reste, mais de ce que j'ai pu suivre, il n'y a pas de nouveauté dedans. Il n'a pas dit quelque chose qu'il n'a pas dit depuis 2010, depuis qu'il est venu au pouvoir. C'est ce que j'ai. Et le problème, c'est que la petite analyse que j'ai faite du discours, je pense que j'ai même fait un post là-dessus, c'est que le président a le don de se contredire dans tout ce qu'il fait. Ah oui. Oui, effectivement. Je l'ai entendu parler de la création de 100 000 entreprises. C'est bien. S'il parvient à le faire, on ne peut que saluer l'initiative et l'acte. Si effectivement il parvenait à le faire, oui. C'est salutaire. Si l'acte est lié à la parole. Donc je pense que c'est tout Guinéen, c'est le souhait au fait de tout Guinéen. Mais mon problème c'est que pendant qu'il promet de mettre en place 100 000 entreprises, il y a des entreprises qui existent aujourd'hui en Guinée qui ont du mal à vivre, dont le régime Condé participe à la destruction. Ces entreprises, vous pouvez parler des entreprises des particuliers ou bien des entreprises de l'État? Non, c'est des entreprises privées. Justement, il y a des entreprises privées aujourd'hui qui meurent en Guinée parce avec que les investissements des nationaux ou bien vous des investissements de nationaux tout comme des investissements étrangers. Vous parlez des commerçants? Non, je ne parle pas de commerçants, ça n'a rien à voir avec le commerce. Je parle d'entreprise. Vous prenez une entreprise comme Espace FM, le groupe Adafo Média par exemple. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est en train d'être combattu par le régime. Ce qui ne se dit pas en Guinée. Mais non, vous savez, il y a des choses dont on ne peut pas trop, je ne sais pas... mais c'est le cas au fait. Donc, si ça ne se dit pas, mais c'est une réalité. Et c'est pas que le groupe Adafo, c'est juste un guise d'exemple que je donne le groupe Adafo, parce que on risque de dire que non, parce qu'il travaille à Espace, ce n'est nullement. Non, ça n'a rien à voir. Mais je pense que vous voulez parler. Et au-delà justement de Adafo, il y a beaucoup d'autres entreprises. Il y a un jeune justement qui m'expliquait qui a pris son temps d'investir sur une place à Conakry, qui a investi selon lui plus de 500 millions pour valoriser une place. Mais sur un coup de tête, d'un dirigeant, d'un cadre de l'administration qui occupe un poste actuellement au sein de l'administration, sur une décision banale comme ça, le gars il a fermé. Suite à une décision de l'État. Suite à une décision justement d'un cadre de l'administration. En fait, c'est une confidence que le monsieur a eu à me faire. Donc, je pense que quand vous êtes dans un pays où une simple décision d'un cadre peut vous amener à perdre des investissements que vous avez... Mais est-ce que le président est informé de ces choses? Moi, je ne sais pas savoir si le président est informé. Il a mis ses cadres pour travailler. Les médias en ont parlé. Mais le gars, mais le victime... Ça, c'est pas des cas cachés. Mais la victime en question pouvait porter plainte. Est-ce qu'elle a fait? Oui, c'est facile de dire que la victime peut porter plainte. Oui, même si c'est pour attirer l'attention des autorités au moins. Quand on sait comment la justice fonctionne aujourd'hui en Guinée, je ne pense pas que vous ayez le courage d'aller vers cette justice. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir raison. Peut-être que c'est des préjugés de ma part. Mais quand vous faites une analyse de tous les dossiers qui sont portés devant les tribunaux, récemment, je vous donne un exemple, le cas d'une jeune dame, une Guinéenne, qui réside à Sigiri, qui est mariée par un Ghanéen, dont le mari est décédé, qui avait deux entreprises, une entreprise dont le mari est carrément propriétaire et une deuxième que le mari partage avec un autre ami. Donc, il y a des actionnariats au fait au sein de cette entreprise. Le monsieur décède et c'est l'ami de son mari qui est aussi ghanéen qui empêche la fille de rentrer en possession de son dû. C'est-à-dire qu'il l'empêche de bénéficier des avantages de l'entreprise de son mari qui est ghanéen, qui réside ici en Guinée et dont l'entreprise a des contrats avec la SAC de Sigiri. La jeune dame a pris des avocats, elle a porté plainte au niveau de la justice. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il se trouve que
c'est le monsieur, le Ghanéen là, qui a raison devant la femme qui est légalement mariée et qui est guinéenne. Dans son propre pays, elle est dépossédée au profit d'un étranger. Vous voyez comment tout cela se passe? Donc il y a une même mise au niveau du... Il n'y a rien qui peut expliquer cela. La dame, elle est légalement mariée au monsieur. Elle de surcroît, elle a fait un enfant pour le monsieur. Vous voyez? Donc, quand vous avez des choses comme ça dans un pays, c'est difficile d'avoir le courage d'aller investir dans un tel pays. Aujourd'hui, mon souhait est que tout cela ne se passe pas dans mon pays. Le souhait de tout bon Guinéen aujourd'hui est que nous ayons une justice qui garantisse justement... Parlant de cette justice, même le président a fait cas dans son discours, en parlant de la réforme de l'appareil judiciaire. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir à ce niveau? Oui, tout ça, c'est des promesses que le président de la République fait aux citoyens guinéens. Mais vous savez, entre le dire et le faire du président, il y a tout un fossé. Le président parle de lutte contre la corruption. Oui. Au même moment, il reconduit une dame, Jenab Nabaya, qui est accusée de détournement de plus de 200 milliards. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une preuve qui la culpabilise quand même. Il n'y a pas de preuve, mais elle est poursuivie. Elle est poursuivie par la justice guinéenne. Mais la justice même n'arrive pas... Vous ne pouvez pas occulter cela. Mais jusqu'à preuve du contraire, elle est innocente, je pense. Elle est innocente, oui. Je suis entièrement d'accord. On peut lui accorder la présomption d'innocence, oui. Ça c'est évident. Mais dès lors qu'elle est poursuivie, elle est mise en examen, dans un dossier de détournement, l'idéal voudrait qu'elle démissionne et qu'elle se consacre à sa défense dans ce dossier. Peut-être que ça aurait été même l'occasion pour l'État guinéen de mettre en place la haute cour de justice. Parce que c'est cette cour-là qui est chargée non seulement de juger les ministres, mais aussi le président de la République. Parlant de sa démission, elle a reçu le soutien du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Le Premier ministre même a fait une déclaration. Mais est-ce que démissionner ne serait pas démentir et trahir le gouvernement en même temps? Justement, c'est là où le gouvernement a péché. Quand les journalistes font des investigations et qu'ils pointent du doigt un ministre de détournement, ce n'est pas le rôle du gouvernement, encore moins du président de la République, de prendre la défense de cette dame. Parce que en le faisant, vous vous rendez complice de détournement. Vous voyez, le rôle du gouvernement aurait été de pousser les enquêtes. Il y a eu des gens qui ont sonné le tocsin de l'alerte. Parce que même jusqu'au niveau du parti au pouvoir, il y a eu la jeunesse qui s'est manifestée. Oui, évidemment, ça c'est autre chose. Ah, oui. Ça c'est un parti politique. Vous parlez d'un parti politique, moi je vous parle du gouvernement et du président de la République, de l'État en un mot. Oui. Du gouvernement auquel appartient cette dame qui est ministre. Vous voyez? Oui. C'était pas le rôle du gouvernement justement de brandir un communiqué qui soutient cette ministre. Vous voyez? Donc, je pense que le rôle du gouvernement aurait été de justement suspendre cette dame. Bon, pas la suspendre, mais peut-être de la mettre en examen, en attendant, de la mettre out, en attendant que la justice fasse son travail. Je pense que c'est ce que l'État aurait pu faire. Mais quand l'État est allé au-delà. Parce que vous avez non seulement... vous avez non seulement démenti les journalistes qui ont mené des investigations, mais la dame a eu le courage quand même de porter plainte contre ces journalistes et qui ont répondu devant les tribunaux. Il paraîtrait qu'elle a perdu même. Oui, elle a été déboutée devant ces tribunaux-là. Oui. Donc, si il n'y avait pas de forts soupçons qui pesaient sur cette dame, je pense que les tribunaux auraient pu continuer justement sur le dossier contre ces journalistes-là. Donc quand vous avez tout cela, tout ce cocktail de soupçons qui pèse sur une personne, le mieux aurait été que vous suspendiez la personne d'abord, pas suspendre peut-être, mais que vous la mettiez de côté en attendant qu'elle soit blanchie de cette affaire dans laquelle elle est impliquée. Vous voyez? Je pense que ça aurait été l'idéal. Ça aurait été, disons, un message fort que le président envoie à l'ensemble des Guinéens pour dire que prochainement, quiconque détourne ne sera pas toléré. Répondra de ses actes. Mais est-ce que ce n'est pas de tout ça que le président a parlé dans son discours en parlant de la restructuration de l'administration, surtout
au niveau de l'appareil judiciaire. C'est le président qui nomme, à ce que je sache, les ministres. Tout à fait, oui. Il ne peut pas reconduire une dame qui est accusée et après parler de la lutte contre la corruption. Je ne vois pas où est la cohérence dans tout cela. Au fait, ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de cas comme ça. Aujourd'hui, moi, souvent j'en discute avec des confrères. Je me dis qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop si la presse a son rôle à jouer. Je ne sais pas trop comment je peux expliquer cela. Mais le problème aujourd'hui, c'est que avec le régime du président Condé, c'est que quand vous détournez et que vous soyez dénoncé par les médias aujourd'hui, demain, vous êtes mis à un poste plus important que celui où vous étiez quand vous avez détourné. C'est le constat que j'ai fait. Donc c'est une façon de narguer la presse. Oh. Bon, je ne sais pas. Mais c'est le constat que j'ai eu à faire. Je peux donner plein d'exemples. Je prends l'exemple de mon confrère Tamba, qui a fait plus d'un mois à faire une enquête sur un dossier au niveau de l'Office guinéen des chargeurs. Le directeur qui a été dénoncé de détournement, quelque temps après, a été bombardé. Directeur, c'est pas président du conseil d'administration de l'Office guinéen des chargeurs. Vous voyez, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais est-ce que vous parlez, en parlant du remplacement de certains ministres, est-ce que vous pensez que c'est le moment idéal, à cette période, le président, si nous restons dans l'optique de la formation de ce gouvernement actuel, surtout, il ne faut pas se voiler la face, un gouvernement de récompense, est-ce que c'est le bon moment de débarquer un ministre ou autre? Le président dit qu'il veut gouverner autrement. C'est ça le message qu'il a envoyé au gouvernement. Disons, c'est le message que le président envoie à l'ensemble des Guinéens. Oui. Gouverner autrement. Je pense que dans la pratique, cela devait se refléter. Le message, le slogan gouverner autrement devait se refléter. Moi, je me dis souvent que si le président est dans une dynamique de récompenser ceux-là qui l'ont aidé à avoir son 3e mandat, c'est qu'il n'est toujours pas prêt à apporter des réformes courageuses. Sinon, les réformes, devaient commencer par le choix des hommes qui devaient occuper justement ces postes ministériels. Mais beaucoup estiment quand même qu'ils ont mouillé le maillot. Non, le président est toujours dans des calculs politiques. Moi, c'est le constat que je fais. Vous prenez Baousman, vous le bombardez, ministre conseiller. Kassori, vous le reconduisez. Je ne sais pas qui. Tous les ministres ont été presque reconduits. Il n'y a eu que 3, peut-être, ou 4 nouveaux qui sont entrés. Il y a eu des mutations. Il y a certains qui ont changé de poste. Je prends le cas d'Ibrahim Khalil, un jeune d'ailleurs apprécié au niveau de la présidence, mais dont on a coupé les ailes. Aujourd'hui, si vous voulez être ami avec le président de la République, soyez médiocre. Dès que vous êtes excellent, on vous coupe les ailes. Donc c'est le cas d'Ibrahim Khalil Kaba, justement, qui était directeur de cabinet à la présidence de la République, qui était beaucoup apprécié de par son travail. Et aujourd'hui, il est amené au ministère des Affaires étrangères. On va voir ce qu'il va donner comme résultat aussi. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Je prends le cas du ministre Abdrahman Diallo, je crois, qui était au ministère de la Santé. Ouais, lui, j'aime citer son exemple. C'est un monsieur qui a dit, quand il est venu, il dit, donnez-moi le temps de travailler sur ce que je veux faire au sein de ce département. Il a pris 6 mois. On a dit, ah, le monsieur là, il ne fait que parler. Il ne fait rien. Mais quand il a fini de tracer sa feuille de route, ce qu'il veut réellement faire, mais le cadre du département était content de lui. Même nos confrères et consorts qui travaillaient justement au niveau des émissions de santé l'ont dit. Le monsieur, il avait une vision claire pour la santé guinéenne. Il avait un projet. Mais il a été limogé. Et qui on a envoyé à sa place un monsieur qui marche à peine, qui parvient à peine à marcher. Ouais, donc il y a tout cela. Donc je me demande aujourd'hui réellement si le président veut vraiment travailler en Guinée. Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il suffit que vous posez des actions courageuses pour que vous soyez débarqué ou mis dans les oubliettes. En tout cas, dans son discours, il a manifesté peut-être une nouvelle volonté de travailler. Mais à vous écouter, je pense que l'espoir n'a pas permis surtout de gouverner autrement avec cette même équipe. Vous savez, chaque Guinéen a sa façon d'apprécier le discours du président de la République. Oui. Vous comprenez? J'ai suivi
sa sortie sur les réseaux sociaux. Chaque Guinéen a sa façon de voir le discours. Il y a des gens qui apprécient, qui ont confiance, qui disent qu'il faut lui accorder une chance cette fois. Mais ce n'est pas mon cas. Vous savez, nous faisons partie des gens qui sont trop pessimistes. C'est facile pour nous d'avoir confiance en une personne, mais c'est très facile aussi de perdre confiance en la personne. Vous voyez? Moi, c'est ma nature. Et c'est comme ça. Ce que je dis, c'est pas moi qui l'invente au fait. Vous voyez? Je me base sur des faits pour avancer ce que je dis. Tout ce que je dis, vous pouvez aller vous vérifier en Guinée. C'est évident. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de l'électricité. Il y a certes une amélioration dans le secteur énergétique, mais pas à la hauteur des investissements, quand même, qui ont été consentis. On parle de plus de 3 milliards, pardon. 3 milliards, on parle de plus de 3 milliards investis dans le secteur de l'énergie. Surtout avec la construction du barrage du Kaleta. Hein? Kaleta, il y a Soapiti. Et je crois qu'il y a Amaria aussi qui est en perspective. Mais tout ça, tous ces investissements ne font pas partie de ces 3 milliards. Je suis désolé. Amaria ne fait pas partie. Mais on va parler de Kaleta. On va parler de Kaleta, de Soapiti peut-être, et il y a des centrales thermiques qui ont été mises en place. Tout ça rentre dans le même lot d'investissement. Ça n'a pas électrifié l'ensemble du pays. Vous avez aujourd'hui le barrage de la Renaissance, le plus grand barrage d'Afrique, que l'Éthiopie est en train de construire. Oui, c'est l'ONU. Qui fait plus de 6000 mégas. Oui. Un barrage qui fait plus de 6000 mégas, mais dont le coût de réalisation est chiffré à 4,8 milliards. C'est-à-dire 4 milliards et quelques. C'est le plus grand barrage d'Afrique et qui fait plus de 6000 mégas. Les investissements qu'on a fait, on n'a pas fait 1000 mégas. En tout cas, je ne le pense pas. En Guinée. En Guinée. Vous voyez le paradoxe, au fait. Donc, c'est un problème. Notre problème aujourd'hui en Guinée, c'est la corruption. Si le président parvient à lutter contre ça, il va réussir les autres actions qu'il va entreprendre. Mais le problème, c'est que ça va être difficile. Parce que tous ceux-là aujourd'hui qu'il a reconduits sont des intouchables, sont des gens qu'il a rendus intouchables. La preuve est qu'il les a tous reconduits. C'est la preuve. Oui, il a parlé de la lutte contre... Il a parlé de mouillage de maillots. Il dit qu'il connaît ceux-là qui ont mouillé les maillots. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui que vous n'êtes pas ministrable si vous n'êtes pas quelqu'un qui mouille les maillots. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il lui sera difficile de débarquer quelqu'un pendant cette période. Parce que vous voyez aussi le discours du Premier ministre, Ibrahim Kassouri Fofana, il a dit quelque part qu'il a un contrat de 2 ans. Donc si on comprend bien, cette équipe qui est là va aussi conduire les destinées du gouvernement pendant 2 ans avant qu'un ministre ne soit remplacé. Maintenant, si nous parlons de la lutte contre la corruption, le président, je pense que désormais, il a dit qu'il va essayer de revoir le mécanisme et de la passation des marchés et contrats publics. En mettant en place, au niveau de la présidence, un comité restreint qui va surveiller ce mécanisme. Je ne sais pas en ce moment, qu'est-ce que vous en dites? Quel sera en ce moment le rôle, surtout, de l'organe de régulation de ces marchés et contrats? Je pense que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu en Guinée. Lutte contre la corruption, mise en place de je ne sais pas quelle structure pour lutter contre la corruption, mais on n'arrive toujours pas à lutter contre la corruption. En tout cas, il y a un nouveau comité. Le Premier ministre a posé des actes qui allaient dans le sens de lutter contre la corruption. Vous voyez? Mais ce sont des actions qu'on a estompées tout de suite, parce que ça touchait des gens dont je disais tout de suite que le président a rendu intouchables. Vous voyez? Donc ça va être difficile s'il y a des gens qui sont intouchables même quand ils volent les deniers publics. Au fait, le problème c'est là-bas. C'est pas ailleurs. Sinon, il y a des gens qui ont vraiment la volonté. Le Premier ministre a posé des actes dans ce sens. Ça, il faut le dire. Ce serait vraiment mauvais de dire que il n'a pas entamé des actions. Il a entamé des actions dans ce sens. Mais tout de suite, cela a été arrêté. Vous voyez? C'est difficile quand c'est comme ça. La lutte contre la corruption, il faut vraiment arrêter d'être complaisant. Il y a une structure qui est là-bas, que le président lui-même a eu à mettre en place. Il y a, je crois, c'est l'Institut national de lutte contre la corruption. En tout cas, il y a une structure qui est chargée de lutter contre la corruption. Qui a été mise en place. Mais qu'est-ce qu'elle devient? Rien du tout. Rien. Même des rapports, elle ne produit pas.
cette institution. Maintenant, le concept de gouverner autrement, comment vous voyez, parce qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent et qui parlent de plagiat au niveau de ce concept. Et pourtant, le président a tenté d'expliquer hier le concept de gouverner autrement. Est-ce que, à votre niveau, c'est pourquoi je vous dis que ce n'est même pas un slogan qui est sérieux. Donc c'est du plagiat. Non, quand vous prenez un slogan dont vous n'êtes pas auteur, vous voulez réussir comment à convaincre les gens là-dessus? C'est assez compliqué. Le slogan gouverner autrement, moi j'ai vu dans le journal Le Lynx, qui, vous le savez, c'est l'un des tout premiers journaux de la presse écrite, de la presse guinéenne indépendante, il faut le dire. Donc, ils ont sorti un document dans la page de garde, vous voyez dessus écrit gouverner autrement. C'est un slogan, en tout cas, selon cette recherche que le Lynx a eu à mener. Oui. C'est un slogan de Ban Amadou qui date de 1990. Et pourtant, l'IFDC l'avait fait aussi comme son slogan en 2015. N'oubliez pas que Ban Amadou, c'était le parrain d'honneur de l'UFDG, c'était le président d'honneur de l'UFDG. Voilà, peut-être qu'ils ont pris le slogan avec lui ou qu'il a imposé le slogan, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il était le président d'honneur quand il décédait de l'UFDG. Donc, c'est lui qui avait fait ce document, il a travaillé dessus. Il a expliqué clairement sa vision dans ce document. Le slogan gouverner autrement. Je pense que quand vous lisez le document, vous vous rendez compte qu'il essaye justement de ressortir le fait que les présidents africains souvent se donnent un certain nombre de libertés dans l'exercice de leurs fonctions, qui se mettent souvent au-dessus de la loi, qui pensent que la loi n'est pas faite pour eux, ainsi de suite. Il y a tous ces aspects qu'il essaie de ressortir et d'apporter justement des propositions de solutions et d'apporter de nouveaux processus qui justement portent sur la gouvernance en Afrique. En Afrique, oui. Voilà, donc quand vous vous appropriez de ça, je ne sais pas, et dans l'explication, vous rapportez les mêmes promesses que vous avez eu à tenir depuis que vous êtes élu il y a 10 ans, je ne sais pas. Peut-être que, comme le disent certains Guinéens, il faut lui accorder le bénéfice du doute, voir ce qu'il peut faire dans les 6 ans à venir. C'est tout ce qu'on peut. Mais moi, personnellement, je suis pessimiste. J'essaierai le gouvernement de tous les Guinéens, c'est ce qu'a évoqué également le professeur Alpha Condé lors de son discours adressé à la nation ce samedi, c'était hier. Qu'est-ce que vous en dites à ce niveau pendant qu'il y a des arrestations également par-ci par-là? Parce qu'on a vu depuis la veille du scrutin du 18 octobre, ça il faut oser le dire, il y a des arrestations surtout au niveau de l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que réellement il y aura, avec ce nouveau départ, il y aura une décrispation du climat? C'est tout ce que nous souhaitons, mais c'est facile de dire je serai le président de tous les Guinéens. Nous allons essayer de gouverner pour tous les Guinéens, pour que tous les Guinéens se sentent au même pied d'égalité. Cela, je pense que le mieux c'est de traduire cela dans les actes, au lieu de porter cela dans les discours. C'est pourquoi je disais tout de suite que ce qui me fascine au fait chez le président, c'est ce don qu'il a de se contredire au fait. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un fossé. C'est diamétralement opposé. Aujourd'hui, il parle de l'unité nationale. Au même moment, vous l'avez rappelé, au même moment, il est en train d'arrêter des Guinéens qu'il envoie en prison, simplement à cause de leur opinion. On a vu même d'autres qui sont morts dans les cellules. Oui, évidemment, je crois ils sont au nombre de 3, 4. De 4 même. Ceux dont on connaît, dont on a connu le cas, je crois qu'ils doivent être 4 ou 3. 4, dont un doyen, So, qui est un vendeur ambulant. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Vous pensez que les parents de ces gens-là, c'est facile de leur dire, bon, on va tourner la page, comme ça? Il n'y a pas eu de justice, rien du tout. Je pense que c'est assez compliqué. Quand vous voulez changer la donne, vous posez des actes qui vont dans ce sens. Et pour le moment, ce n'est pas le cas avec le régime actuel.
Donc, nous sommes toujours avec M. Ibrahima Djoul Diallo, journaliste, reporter et présentateur à la télévision guinéenne. Nous restons toujours dans le cadre politique avec ce nouveau départ, avec ce gouvernement autrement. Si nous restons également sur le cas de ces prisonniers, on a vu ces derniers temps, la France a haussé le ton, la France a tapé du poing sur la table de par son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. Il s'agit de Jean-Yves Le Drian, qui a demandé aux autorités guinéennes d'engager des procédures visant à faire sortir surtout les prisonniers guinéens, tels que les membres proches du cellule Alain Diallo et autres. On a vu Ousmane Gawal qui a reçu d'ailleurs une protection consulaire. Oui, je pense que vous savez que Ousmane Gawal, il a la double nationalité, il est guinéo-français. C'est le même cas pour Serif Ba ou bien franco-guinéen. Non, je connais le cas d'Ousmane Gawal. Je ne sais pas trop pour Cherif Ba s'il a la double nationalité, mais je sais que Gawal a la double nationalité. Peut-être que c'est ce qui explique le fait que la France ait justement pris cette décision portant sur la protection consulaire dont vous venez de parler, justement. Donc, je pense qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Il n'y avait pas besoin d'attendre que l'extérieur hausse le ton. Bon, moi c'est particulièrement des choses que je n'apprécie pas. La France reste la France. Jean-Yves Le Drian, c'est pas le ministre, c'est pas le ministre de la Guinée, c'est pas un ministre guinéen, c'est un ministre français. Donc, je pense que. Mais vous savez, quand vous faites mal dans votre pays, c'est souvent des cas comme ça qui se passent. Et j'apprends que la Guinée a pris une décision également similaire qui interdit, en tout cas. La Guinée a l'ambassade de France la réciprocité. L'ambassade de Guinée en France a expliqué justement cet état de fait. Mais récemment, je crois aujourd'hui même, il y a eu un communiqué également sorti par le président, disons par l'ambassadeur de Guinée en France, qui essaye d'expliquer, d'apporter une explication là-dessus. Et une décision qui semble ne s'applique pas à la réciprocité dont on a entendu parler dans certains médias en Guinée. Donc il semble que c'est une mesure qui était en vigueur depuis un certain nombre de temps. Je ne sais pas trop comment on peut l'expliquer. Oui, quelque part ils ont expliqué aussi. C'est quand même une drôle de coïncidence. Voilà, surtout au même moment, il y a des avocats français qui devaient assister au procès de ces détenus qui ont été empêchés de venir en Guinée. D'autres disent d'ailleurs c'est une façon de justifier ce refus. Mais par contre, comme je pense que la décision elle a été prise bien avant que bien avant la sortie de Jean-Yves Le Drian. Les avocats. Oui. C'est une décision, si je ne me trompe, bien entendu, je pense que c'est une décision qui date bien avant de cette sortie de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont les avocats de Cherif Ba et de Ousmane Gawal. Ce sont deux avocats français qui exercent justement au barreau de Paris, qui devaient venir en Guinée dans le cadre de la défense. Moi, je pense que si je ne me trompe, ces deux avocats étaient déjà en Guinée. Ce sont des avocats aussi de Ousmane Gawal qui devraient revenir. Parce que, selon des informations, ces deux avocats étaient déjà en Guinée, mais eux aussi n'ont pas pu rencontrer ses clients. Bon, je n'ai pas d'infos là-dessus, je ne peux pas m'étendre sur cette actualité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux avocats qui exercent au barreau de Paris et qui devaient venir appuyer la défense de ses opposants, notamment Ousmane Gawal et Cherif Ba, qui est l'un des vice-présidents, il faut le dire, de l'UFDG et qui se trouve incarcéré justement à la maison centrale de Conakry. Mais là, qu'en dites-vous par rapport à la réaction de la France? Est-ce qu'il y a une ingérence, comme l'a dit les autorités guinéennes, que vous voulez dire, vous ne vouliez pas que nous arrivions à ce niveau? Est-ce que c'est une sorte d'ingérence? Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça a été pris par les autorités guinéennes. Oui. Elles ont considéré que cette sortie du ministre français des Affaires étrangères est une ingérence dans les affaires internes de la Guinée. Donc, je le prends comme ça. Je ne suis pas un diplomate. Je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau des rouages de la diplomatie internationale. Donc, je pense que le mieux serait de ne pas trop s'aventurer sur cette question. Et si la Guinée prend cette décision comme telle, on ne peut que les observer et attendons de voir ce qui va se passer dans les jours à venir, surtout que la France a décidé d'apporter une protection consulaire à Ousmane Gawal.
Voilà, M. Ibrahima Djoule Diallo sur ce plateau de Folie TV dans l'émission Folie Weekend. Donc, nous restons toujours dans ce cadre, dans le cadre politique, parce qu'on sait que oui, vous venez tout récemment d'arriver ici à Dakar. Donc, on va essayer de revoir toujours la composition de ce gouvernement. Si nous parlons du cas de Mokhtar Diallo, qui ne figure plus dans ce nouveau gouvernement. Je ne sais pas s'il a été débarqué. En tout cas, il a été remplacé par une femme à son poste de ministre de la Jeunesse. Ah oui, il faut le dire, il a été remplacé. On ne peut pas dire qu'il a été débarqué, parce que c'est un gouvernement qui a été nommé quand même au compte-gouttes depuis le début. En tout cas, il y avait des suspects. Oui, oui, et effectivement, peut-être que c'est fait exprès. Vous savez, le président de la République, il est éminemment politique. Tout ça découle des calculs politiques que le président certainement a bien mûri avant justement de passer à l'action. Mais ce qu'il faut dire, il y a des départements qui ne sont pas encore pourvus en ministre. Il y a le département de la coopération, je crois, il y a le secrétariat général aux affaires religieuses, je crois, les deux. Bon, attendons que ces départements... Le département religieux, est-ce que vous pensez que Mokhtar Diallo va... Non, je ne dis pas qu'il va aller là-bas, mais toujours est-il qu'il y a deux départements qui restent. Et c'est des départements qui doivent être pourvus. Mais quand peut-être qu'il peut aller à la coopération. Mais quand toujours est-il qu'il faut attendre que le chef de l'État finisse de nommer son gouvernement pour se prononcer sur le cas Mokhtar Diallo. Et puis, c'est pas les seuls postes où le président peut l'affecter. Il y a beaucoup d'autres postes. Il peut le nommer ambassadeur ou c'est pas moi. Bon, mais là maintenant, parlant de son geste, est-ce que réellement on peut se dire que réellement c'est un ministre qui est engagé à servir le peuple? Parce qu'un ministère, c'est un ministère. Non, moi je l'ai toujours dit, ce gouvernement, même à la façon de les nommer, leur réaction vis-à-vis de chaque poste, vous comprenez que c'est des gens qui ne viennent pas pour servir la Guinée, c'est des gens qui viennent pour se servir. Oui, a été le premier exemple, il a été nommé lors d'un remaniement, je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier remaniement qui a eu lieu. Il a été nommé au ministère de l'élevage. Il a dit carrément qu'il ne va pas là-bas. Parce qu'il estime que ce département, il n'y a pas de sous à ce département. Donc on l'a emmené à l'environnement. Il avait même eu le courage. Oui, il a été d'ailleurs rehaussé comme ministre d'État à l'environnement. Voilà. Donc je pense que Mokhtar aussi s'est senti frustré parce qu'il se dit, il faut quand même le reconnaître, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie au Fouta. Quand vous devez aller dans un bastion comme le Fouta, qui est le fief de la principale formation politique de l'opposition, qui a des militants qui sont déterminés à ce point, mais il a eu le courage d'aller là-bas, de battre campagne. Oui, en tout cas, il s'est présenté lui-même en personne. Il est allé en personne sur le terrain, il a battu campagne, et je pense qu'il y a des incidents même qui se sont produits concernant sa personne. Donc il estime qu'il n'a pas été récompensé à la hauteur des efforts qu'il a eu à fournir. Bon, c'est de bonne guerre, quoi, en fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas normal que le chef de l'État vous nomme à un poste et que vous le refusiez. Donc c'est dire que le président lui-même n'a pas le contrôle des ministres qu'il nomme. C'est ça. Voilà, en tout cas, ce geste lève un peu un coin de voile qui prévaut actuellement au niveau de la présidence, parce qu'il y a aussi des sources qui disent que franchement, le président ne contrôle pas réellement l'administration, parce que comme vous venez de le dire, il y a des cadres qui sont intouchables, qui décident même à la place du président. Je ne sais pas si vous-même vous voyez cela de telle façon. Bon, je ne peux pas me prononcer expressement là-dessus, à dire que il y a des cadres qui prennent des décisions à la place du président. Non, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est difficile quand même aujourd'hui, au vu de l'actualité guinéenne, de se dire que le président a le contrôle de la situation. Non, c'est difficile. Vous avez un président qui est venu à un troisième mandat, à l'issue duquel il devait mettre en place un gouvernement. Et pour mettre en place le gouvernement, les élections ont pris fin, disons, depuis octobre-novembre. La Cour constitutionnelle a donné son résultat. Le président a pris fonction, je crois, le 15 novembre, je ne me rappelle plus trop. Mais imaginez, on a mis plus d'un mois
à mettre en place un gouvernement de 37, je crois, départements, de 37 départements ou 36. Donc c'est compliqué. Et moi, je trouve même que ce nombre est pléthorique. Oui. Ce nombre est pléthorique. Ça, il faut le dire. Je pense qu'en mettant l'ossature du gouvernement, on aurait pu penser, si réellement le slogan gouverner autrement était un slogan réel que le président voulait mettre en exécution, je pense qu'il aurait commencé d'abord par réduire le nombre de ministères, parce que tous ces ministères, c'est que des charges pour l'État. Parce que quand vous nommez un ministre, vous prenez en charge, vous lui donnez une voiture, vous prenez en charge son carburant, son logement, ainsi de suite. Il y a toute toute une panoplie de dépenses qui rentrent dans le cadre de l'entretien d'un ministre. Quand vous en avez 36 dans un pays comme la Guinée, imaginez les charges que ça fait à l'État. Il y a des départements qu'on aurait pu condenser pour alléger les charges à l'État, pour que ceux-là, ces ministres, justement, puissent faire face aux feuilles de route qui leur seront confiées par le président de la République. Au niveau des infrastructures routières, on a vu l'usine Moustapha Naïté aussi qui a été débarqué. Et pourtant, il avait des projets qu'il présentait en longueur de journée. On voyait beaucoup de ces projets, surtout la réhabilitation de certaines routes, mais aussi la construction de certaines voiries. On a vu l'arrivée à ce poste d'une femme. Est-ce que cette arrivée peut porter aussi un nouveau espoir, surtout dans le domaine des routes? Bon, moi je ne connais pas la dame qui est venue, Émilie, à la tête du département. Mais oui, on l'a vu comme ça. Mais, oui, mais ce que je sais, c'est que, je ne sais pas, hein, c'est juste une idée qui me vient en tête. Il y a cette dame qui est ministre, et puis il y a un ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, et qui est chargé justement des infrastructures au niveau de la présidence. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'ai entendu dire, c'est Baousman, je parle de Baousman. Oh, c'est Baousman, oui. Voilà, donc il a été nommé au poste de conseiller chargé des infrastructures au niveau de la présidence. Lui-même a fait une sortie récente où il expliquait le rôle qu'il va jouer auprès du président de la République. Donc il va se charger de conseiller le président sur justement tout ce qui est lié aux infrastructures, ainsi de suite. Non, attendons de voir. Mais ce que je sais, c'est que les femmes sont pragmatiques généralement dans la gestion des départements comme ça. Je prends le cas de la dame Oumou Kamara, qui était au ministère des TP avant l'arrivée de Moustapha Naïté, qui je trouve d'ailleurs beaucoup plus pragmatique. Vous savez, il y a des ministres qui font beaucoup plus de publicité que d'autres. C'est le cas de Moustapha Naïté, parce que ça, il faut le dire. Oumou, c'est une dame qui faisait moins de publicité, mais qui était sur le terrain. Et au-delà, c'est une technicienne, elle connaît bien le département des TP. Donc, je pense que le mieux aurait été que celle-là continue. Bon, Moustapha Naïté a fait du mieux qu'il peut. Aujourd'hui, il a des projets, comme vous le dites. Il y a beaucoup de projets en cours. Il y a la construction de cette route Koya-Dabola. Et il y a beaucoup de projets comme ça qu'il a entamés à différents endroits du pays. Il y a le prolongement de la route Le Prince qui devait quitter justement au niveau de la minière, qui devait continuer jusqu'à Kaloum en passant par l'hôpital national d'Onka. Il y a tous ces projets en cours. Mais on a vu au cours de son règne, au niveau de ce ministère, beaucoup de projets qui ont même dépassé leurs limites, leurs dates de réalisation. Oui, vous savez, il y a beaucoup d'implications à ce niveau. Vous savez, ça peut aussi être un problème avec l'État. L'État, souvent, amène les entrepreneurs à prendre des projets de construction de routes ou de n'importe quelle autre infrastructure. On vous demande de préfinancer. Donc vous préfinancez, vous allez jusqu'à un niveau, vous vous bloquez. Et l'État ne vous paye pas à temps. Donc ce qui fait que souvent il y a beaucoup de routes qui sont bloquées, il y a beaucoup d'infrastructures comme ça. Ça a été le cas des fêtes tournantes de l'indépendance à Kankan, par exemple, où beaucoup d'entreprises ont perdu de l'argent. Je pense que c'était le cas aussi à Bokeh. Hein? Bon, Bokeh c'est encore beaucoup plus moyen comparé au cas de Kankan. Parce qu'à Kankan, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été entamées, mais vous vous souvenez peut-être que ça fait la fête tournante de l'indépendance au niveau de Kankan a été reportée, je crois, à 2 reprises. Oui. C'est à la 3e fois que les festivités ont eu lieu. Tout ça, on voulait attendre que les infrastructures prennent fin. Il y a des entrepreneurs qui sont venus avec leurs propres moyens, qui ont préfinancé.
des infrastructures, mais malheureusement qui n'ont pas payé, été payés à temps. Et ce qui justement fait le problème à ce niveau, c'est que quand vous êtes entrepreneur, vous investissez sur un chantier, vous vous endettez au niveau des banques, vos partenaires, et les échéances pour le paiement, c'est fixé sur une année. C'est-à-dire au 31 décembre, vous avez à supposer par exemple qu'on vous dise, vous, si radio, vous venez vous endetter à la banque, vous prenez 10 millions. On vous dit que les intérêts de 10 millions, c'est 2 millions au 31 décembre. Vous voyez? Oui. Au 31 décembre, vous ne payez pas cette dette. La banque, elle ne perd pas. Elle double son intérêt. Oui. Donc, ça fait 2 ans. On renvoie à l'échéance prochaine. Ça veut dire que l'année prochaine, dès qu'elle entre en cours, ça veut dire que vous payez, au lieu de payer 2 millions, vous payez 4 millions. Vous voyez? C'est doublé en ce moment. Ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont perdu à Cancan et qui n'ont pas été payés à temps. Je ne sais pas après comment l'État est parvenu à gérer ça, mais ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, il y a des entreprises, je crois, qui ne sont pas rentrées dans la possession de leurs dû. Et voilà, entre autres problèmes qui font que les entreprises souvent entament la construction des routes, mais ne les finissent pas, ou vous les voyez bloqués à un certain niveau. Donc c'est tout cela qui entre en ligne de compte. Finalement, ça complique la tâche aux entreprises. Quand l'État est mauvais payeur, ça devient assez compliqué pour les entrepreneurs. Et Ibrahima Djoulta Diallo avec nous sur ce plateau de Folie TV pour clôturer ce chapitre politique au lendemain de la sortie des Jean-Yves Le Drian. On revient toujours là-dessus. On a vu un communiqué, un décret qui a été lu à la télévision annonçant la mise en place d'un cadre de dialogue politique et social. Est-ce que vous pensez que du côté de l'opposition, surtout de l'IFDG, ils vont participer à ce dialogue? Bon, je ne suis pas membre de l'UFDG, je ne sais pas s'ils vont participer ou pas. Mais à voir la situation actuelle du pays, je ne sais pas. Ils ont, je crois, récemment annoncé une certaine concertation au sein du parti pour voir s'ils doivent participer ou pas. Mais l'évolution actuelle de la situation politique laisse croire que ça va être difficile pour eux de participer. Vous savez, il y a le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, qui est chef de file de l'opposition. Qui a entamé une tournée de concertation d'ailleurs. 4 députés, il faut le préciser. Ah ouais. Et qui a entamé une tournée de rencontres avec les différents partis politiques de l'opposition pour les amener justement autour de la table de négociation. Mais sauf que l'UFDG a été catégorique là-dessus parce qu'elle exige, bon, elle dit qu'elle ne rencontre pas Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition. Mais si elle doit rencontrer Mamadou Sylla, c'est en tant que président de l'UDG, je crois. Oui, l'UDG, oui. L'UDG. Donc, je pense qu'elle maintient cette position et Mamadou Sylla ne veut pas être rencontré en tant que président de l'UDG. Il veut que Cellou Dalein le reconnaisse comme chef de file de l'opposition. Donc, c'est dire que c'est bloqué à ce niveau et ça va être assez compliqué de ramener les deux personnes justement à se rencontrer. Et je pense que s'ils se rencontraient, ça aurait été un élément déclencheur peut-être pour essayer de décrisper la situation politique, mais ça va être assez compliqué dès lors que vous avez l'UFDG qui a beaucoup de ses cadres qui sont incarcérés. Je pense que quand vous voulez entamer un dialogue, il faut poser des actes allant dans le sens de l'apaisement, mais vous ne pouvez pas appeler au dialogue au même moment vous mettez main sur, disons, les cadres. Est-ce qu'au cas où l'UFDG va participer à ce dialogue, ça ne serait pas l'une de ces conditions préalables, c'est-à-dire la libération de tous ces détenus? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Parce ça va se passer on voit que de l'UFDG. Je ne sais pas comment ça va se passer. Disons que je ne suis pas dans les secrets du parti, je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas. Mais peut-être que c'est l'une des conditions. Ce qu'il faut dire, c'est que peut-être qu'il y a des négociations qui sont en train d'être menées pour la libération. Bon, pas peut-être, c'est sûr qu'il y a des négociations qui sont en train d'être menées pour la libération de ces cadres. Je ne sais pas maintenant si ça va être une condition pour que l'UFDG prenne part au dialogue annoncé, dont le comité a été annoncé. Je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, la situation politique en Guinée reste crispée. Voilà, la situation politique guinéenne reste crispée. Voilà, ce n'est pas seulement au niveau interne, au niveau des frontières aussi, il y a un mal, s'il faut le dire comme ça.
Parce que jusqu'à présent, les frontières restent fermées. Depuis le mois d'octobre, les frontières restent fermées. Beaucoup attendaient, surtout d'ailleurs, à ce que le président se prononce sur ce dossier de la fermeture des frontières. On a vu d'ailleurs le président Léoné qui a porté le cas au niveau de la CEDEAO. Il a même envoyé une délégation en Guinée composée de plusieurs de ses ministres, selon la présidence guinéenne. Donc, c'était une rencontre qui portait sur la coopération entre les deux pays, mais tout portait aussi à croire à ce que, à ce niveau, les frontières qu'on ouvre les frontières à ce niveau. Donc, entre la Guinée et le Sénégal, jusqu'à présent, personne ne se prononce, ni le président sénégalais, ni le président guinéen. Pendant ce temps, au Sénégal, ici, nous avons des commerçants guinéens qui restent toujours à l'attente de la réouverture des frontières. C'est le cas d'ailleurs de ces commerçants au marché de Sandaga, que notre reporter est allé à leur rencontre. On va essayer de voir au niveau de la régie si l'élément est là. On va voir réellement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils vraiment ils subissent actuellement suite à la fermeture de ces frontières. Au niveau de la régie, je pense qu'on va essayer de revoir cet élément de Sandaga. D'où notre reporter Souleymane Gaya Diallo est allé à leur rencontre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à la fermeture de ces frontières, bien que vous avez pu être ici au Sénégal. Oui, mais moi je ne suis pas passé par la frontière. Vous savez, il n'y a pas de route. Donc quand on dit que la frontière est fermée, c'est qu'elle est fermée. Donc vous ne pouvez pas passer par la voie terrestre, évidemment. Donc vu que la voie aérienne est ouverte au trafic, donc je suis passé par là pour justement venir au Sénégal. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça cause quand même des préjudices à bon nombre de Guinéens, mais pas que. Oui. Pas que, parce qu'il y a des Sénégalais aussi qui sont impactés par, disons, cette situation de fermeture oui, des frontières. Ils sont privés de ces produits qui venaient de la Guinée. Qui viennent de la Guinée, et d'ailleurs dont on dit qu'il est de bonne qualité. Tout à fait, oui. Voilà, donc je pense que ça aurait été... Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux pays, au point que les deux chefs d'État restent bouche bée face à cette situation. Mais ce qu'il faut dire, comme je le disais tantôt, les citoyens sont impactés. Je pense que il suffit juste de voir les interventions de ces différents commerçants, disons guinéens, que Souleymane a eu à rencontrer ici pour s'en rendre compte. Quand vous allez à la frontière, en tout cas de par les images qu'on a vues, oui, vous avez toute une ligne de camions stationnés et depuis des mois. Le problème, c'est que ces camions qui sont stationnés à ce niveau risquent de tomber en panne sur place. Et aussi, les marchandises qu'ils portent risquent de périmer sur place. Donc tout ça, c'est des préjudices. Le président de Goa a signalé d'ailleurs que beaucoup de marchandises sont périmées à ce niveau. Oui, évidemment, on a vu justement la sortie du Shérif Abdallah, qui est président du Goa, groupe organisé des hommes d'affaires, oui, et sur la question qui menace d'ailleurs de porter plainte, il faut le dire, au niveau des instances supranationales, pour essayer de décanter cette situation. Mais pour le moment, la situation reste telle qu'elle. Et c'est assez compliqué pour des Guinéens, mais aussi des Sénégalais qui sont privés justement de ces produits qui proviennent de la Guinée. Du niveau du côté de la Guinée, dans la région de la Belle, il y a d'ailleurs le gouverneur Madifi Ndiané qui a même reconnu que la fermeture de ces frontières appauvrit les villes proches de ces frontières. Parce que beaucoup de camions venaient de ces villes-là pour venir ici. Et beaucoup de ces marchandises aussi, en provenance du Sénégal, passaient par ces villes. Oui, pas que passaient, venaient dans ces villes. Vous savez, Dakar est plus... Bon, je dirais pas plus proche, mais la route est bonne quand même. Ah oui, tout à fait. Elle est facile de pratique maintenant. Et ce qui fait que... Et je crois qu'il y a aussi une question de facilité au niveau des ports. Donc, il y a une certaine facilité au niveau du port de Dakar, ce qui fait que beaucoup de commerçants débarquent leurs marchandises de par le port de Dakar, oui, convoyés vers des villes comme Labé et Mali, ainsi de suite, Koundara. Donc la plupart de ces gens s'approvisionnent à partir d'ici. Donc la fermeture des frontières, il faut le préciser, porte justement un préjudice énorme, non seulement aux Sénégalais, mais à des Guinéens qui vivent dans ces villes et oui, d'autres Guinéens qui vivent de ce trafic. N'oubliez pas qu'il y a des Guinéens qui ont des camions qui circulent
entre ces deux lieux. Et il y a des chauffeurs qui vivent de ça, il y a les propriétaires des camions, et au-delà de ça, vous avez les convoyeurs. Donc il y a tout un arsenal autour de ce trafic qui fait que ça devient pénible pour cette région. Certains évoquent des idées politiques derrière, je n'en sais rien, mais ce qui reste clair, c'est que c'est difficile pour les gens. Les autorités guinéennes évoquaient des raisons de sécurité parce qu'ils parlaient des menaces d'une rébellion qui devrait quitter peut-être. Oui, effectivement, je pense que c'est depuis les élections, les élections présidentielles du 18 octobre passé. Il y a un parti politique qui a vu son matériel bloqué, l'IFDC, oui. Son matériel bloqué au niveau de la frontière. Bon, je ne sais pas trop si c'est un cas c'est pour la sécurité nationale ou c'était juste une stratégie pour empêcher son rival de faire une campagne comme il l'aurait souhaité. Je pense qu'au cas où il y aurait l'ouverture à une dernière décision de la Guinée de réouvrir les frontières entre ces trois pays, à savoir le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, est-ce que ça sera rapide pour le cas de la Guinée-Bissau, surtout quand on sait les relations entre Ambalo et Alpha Condé? Bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer avec le président Bissau-Guinéen. À ce niveau, il y a deux raisons, parce que quelque part, je pense que ce sont les mêmes raisons qui sont évoquées. C'est le cas, c'est la sécurité. Il y a une seconde raison insinuée que peut-être vous n'avez pas entendu parler tout haut. Oui, mais nous, on ne peut parler que de ce qui est dit officiellement. Voilà, on ne peut parler que de ça. Et ce sont les mêmes raisons qui ont été évoquées. C'est la crainte des autorités de Conakry d'une invasion qui proviendrait de ces trois pays. Et le cas justement de la Sierra Leone, non seulement la fermeture des frontières, mais aussi le cas de Yenga, c'est un territoire qui se trouve au niveau de Guékédou, justement dont la Guinée et la Sierra Leone se disputent depuis un certain nombre de temps. Donc la Sierra Leone accuse la Guinée, l'armée guinéenne de faire une incursion spontanée de temps en temps sur ce territoire. Non, je ne sais pas, c'est justement pour régler tous ces différends que le président léonais a porté le cas devant la CEDEAO pour que cette institution sous-régionale puisse apporter une solution à cette crise. On n'en sait pas pour le moment. Nous espérons que dans les prochains jours, les autorités de Conakry seront sensibles à la situation pour aider à décanter la situation. On n'en sait rien pour le moment. Voilà, on va aller directement au marché de Sandaga pour revoir ce reportage de Souleymane Gaya qui est allé à la rencontre de ces commerçants qui attendent toujours la réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal. Depuis frontière ferma fayda heɓi 3 mois ray ɗum ɗo no woodi ko tampini Guinée fof wonɓe Sénégal par ce que wano min ko marché ɗo mi woni débrouillade depuis noon o frontière fermi ɗum ɗo no juude yimɓe ɓe moƴƴa noon par ce que se ndaari wano hari piiji buy iwayi toon araga mais joni ɗum ɗon fof qualité se ndaari wano produit ji iwayno toon ɗin na fiiɗi alaga mais ko tawata haray ko produit ji men ɗin ɓuri marde valeur par rapport produit ji wonɗi e remede gaaƴi par ce que so ndaari wano o ɗuma on e nantela wano o avocat ɗum ko Guinée woni yugol moyen Guinée ɗum ɗon on acci argol ga few wano o ananas ɗum ɗon iɗen anndi koye nder base Guinée woni iwgol ɗum ko kindiya kañum may mafreya woni iwgol bon ɗum ɗon on fof acci argol wano si en ndaari wano o karasol ɗum ɗon on fof hari aray mais ɗum ɗon on fof acci argol ko faami ɗum ɗon on haray no tampini jama wonɗo ga on ha feƴƴiti haray wano o banana lokku ko wonno iwde gérékore ɗum ɗon on fof hare no arde ga mais ɗum ɗon on fof kadi gila frontiére on fermi acci argol heɓingol hitande ngol lawno baara minen ɓe wonɓe ɗo
bagage iwo Guinée min wawata heɓude ko min yeeya ko min faggira ɓeygol amen nden heɓi hitande joni miɗen jooɗi simin dayi bimbi i bimbi hakkike miɗen jooɗi min hoddita ko suudu cellal ngal min dawra bimbi cellal ngal joni noon haray ko ɓuri e mannade kon haray yoɓe ndaaru no ɓe warra ñamdeji ɗin feƴƴa jama heɓa no wurira kañ kadi mo ɓe Allah no jonni ɗum ko wurira ɗon joni noon si barama hitande barama ñamde ɗin ala feƴƴude mais ala heɓde bagage wona o avocat o loko en avocat loko